Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai cet ampli triangle Nemo qui m'a été confié par Thierry. C'est un ami à lui qui possède cet ampli qui est en panne. Donc qu'est-ce qui se cache sous cette énorme masse métallique? Donc c'est un bloc en fonte d'aluminium, on va découvrir. Donc j'ai déjà fait une chose, c'est-à-dire j'ai déjà démonté la partie inférieure. On va regarder ça. Voilà, donc la partie inférieure a été enlevée et donc on peut voir là-dessous ce qui se cache. On avait ici très longs, quatre très longs axes, dont le volume qui commande un potentiomètre Alps. Ici, un autre très long axe qui venait vers l'avant avec des boutons un peu spéciaux. Je vais vous faire voir l'axe. Voici donc l'axe qui venait sur chacun des boutons, avec le bouton en bout qui dépasse légèrement de la façade. Donc on a justement 4 axes comme ça. Il y a, comme je vous ai dit ici, le volume qui commande un potentiomètre Alps, la balance ici avec 2 potentiomètres, un sélecteur de mode d'écoute, donc c'est-à-dire soit en direct, soit pour le magnéto. Et après, derrière ici, qu'on ne voit pas, qui est placé derrière le radiateur, un sélecteur d'entrée. Alors l'ampli, donc comment il se compose, j'ai fait donc pas un relevé de schéma, j'ai trouvé un bout de schéma. Donc ici on a 2 étages différentiels PNP, NPN pour chacun des canaux. C'est disons du symétrique, c'est un amplificateur qui est symétrique, et on a à l'identique pour l'autre canal ici. Ici donc on a une rangée de condensateurs de découplage, comme on peut le voir, et après ici on a tous les transistors donc qui sont montés en étage driver, puisque le déphasage se fait en amont par chaque fois les 2 ici différentiels PNP NPN, donc qui vont après driver les transistors ici, qui eux à leur tour vont commander les transistors de puissance, donc un canal et l'autre canal. On a ensuite ici un transistor qui est là pour l'interbase, c'est-à-dire celui qui se trouve entre les 2 bases des drivers, pour mesurer la température et conduire si la température radiateur augmente. Donc ce qui va faire baisser la tension de commande du bias ou de polarisation, de pré-polarisation des transistors pour avoir un bon raccordement. Si donc il y avait trop, on aurait un emballement thermique, et ce transistor est là pour gérer ça. On a ici un réglage de polarisation ou de bias en anglais, les résistances d'émetteurs ici, voilà. Donc après on a sur la partie arrière on a le préampli, donc toute la partie préampli qui se situe à l'arrière avec ses fiches pour le sélecteur. L'alimentation, donc il y a un pont redresseur classique, 2 électrochimiques ici et un transfo torique, donc qui est de quelle tension, je ne sais pas si c'est même marqué dessus. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, c'est marqué ici.
220, 230 volts, 220 VA. Le reste, je sais pas ce que ça veut dire. S22, 29, 92, je pense que c'est l'année de fabrication. Voilà, 220 volts, 2 fois 30 volts. Donc c'est alimenté en 2 fois 30 volts alternatifs. Alors cet ampli donc a un défaut, soi-disant qu'il ne fonctionne plus. Mais quand je l'ai monté, je me suis aperçu d'une chose un peu spéciale, c'est qu'il y a un gros trou dans le filtre secteur. Donc je vais débrancher déjà toute la partie filtre secteur parce que c'est dangereux, puisque c'est dangereux. Non, si vous avez un interdifférentiel, il n'y a pas de risque. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un trou qui est assez important ici. Donc c'est certainement un condensateur qui a claqué et s'est brûlé et on a forcément une fuite à la terre. Donc selon comme est votre prise secteur, donc c'est un peu risqué. Il se peut que l'interdifférentiel sorte si vous en avez un, mais si vous n'en avez pas, ben vous avez peut-être la phase au châssis, je dis bien peut-être, où ça sera le neutre. C'est comme au loto, où on gagne ou on perd. Voilà pour ça, donc je ferai cette manip, j'alimenterai en débranchant, j'alimenterai direct le transfo sans passer par le filtre secteur et la prise secteur pour contrôler donc le reste de l'ampli et de son préampli. Donc voilà pour la suite, donc on va maintenant regarder l'étage d'amplification de cet ampli, donc cet ampli de marque Triangle. Beaucoup connaissent Triangle pour les enceintes, mais pas du tout pour les amplis. On va voir donc comment se compose ce système. On a donc deux étages différentiels qui vont servir de déphaseur dans ce montage là. J'avais fait ça moi aussi pour mon ampli à boucle de phase. On a un déphaseur complémenté NP, donc, qui permet d'établir un déphasage par ce principe, et aussi théoriquement une bonne stabilisation de décalage d'offset sur une seule condition, c'est que les transistors soient triés et strictement les mêmes bêta. Donc si on n'a pas les mêmes bêta, on aura forcément un décalage d'offset même dans ce principe là. Ce que j'avais fait moi, qui n'a pas fait qui n'a pas été fait ici dans ce cas, j'avais mis un générateur de courant constant sur les branches des phaseurs, des différentiels, pour générer un courant constant d'émetteur des différentiels. Ceci permet d'éviter, si on a des variations secteur, d'avoir un décalage d'offset qui peut changer en sortie. C'est une erreur qui est volontaire ou pas volontaire, je n'en sais rien, mais généralement il est préférable d'accompagner un générateur de courant constant pour stabiliser le courant de chacune des branches des différentiels. Il y a une autre solution, c'est de mettre un générateur de courant constant sur les collecteurs ici pour remplacer la résistance, les deux résistances des branches ici. Ceci permet d'éviter des variations de courant trop importantes qui pourraient faire varier considérablement les courants dans les transistors des drivers.
Ici, donc, on a un Darlington classique. Ici, il y a eu une erreur. C'est vrai que c'est une erreur de représentation de la flèche. Hein, le transistor, il est... attendez, non, on est bien sur l'émetteur. Non, on est correct. Donc, c'est pas le collecteur. Je pensais qu'il y avait une inversion ici, mais il n'y a pas d'inversion ici. Donc ici, on a un Darlington, ici, on a un Darlington. Ici, on a deux transistors de limitation de courant, c'est-à-dire si on se retrouvait avec une charge qui soit inférieure à ce qui est déterminé, le courant va forcément augmenter dans les deux résistances d'émetteurs. Pendant l'alternance positive, ce transistor, si son courant croît sur sa base par rapport à son émetteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer la tension qui va alimenter, qui va commander le Darlington, et le courant va passer donc comme ça, et on va limiter le courant dans le montage Darlington. Ensuite, quand on repart à l'envers, on a ici le transistor d'interbase qui est un TIP 41 qui est monté sur un diviseur résistif pour tenir ici théoriquement une tension à peu près constante dans les jonctions des transistors de puissance, et un courant qui sera aussi constant dans les résistances d'émetteurs. On a donc ce transistor, il est monté avec un gain, puisqu'on sort sur le collecteur. Donc on a un gain par cet étage ici, un gain par cet étage ici, et forcément un gain par cet étage ici. Qu'est-ce que ce transistor? Oui, une subtilité qui a été rajoutée, c'est ces deux transistors ici. Ces deux transistors sont montés en fait comme s'il y avait une résistance de forte valeur et un condensateur de découplage ici. Alors l'avantage de ce montage là, c'est que si on met un condensateur ici ou ici sur la base qui est déterminé par le courant qui traverse qui traverse la jonction ici et qui traverse la jonction comme ça ici, va établir, si on a par exemple 220 micros ici, on pourrait considérer que ici on va se retrouver avec 2200 micros, 10 fois à peu près la valeur, on va multiplier 10 fois la valeur de ce condensateur. L'avantage ici, c'est ça. Ici on a une diode qui je sais pas à quoi elle sert peut-être pas à grand chose, mais disons elle est là, donc elle va alimenter cette partie ici. Moi j'aurais pas mis ici, je l'aurais monté plutôt ici, ça serait été plus sympa de l'avoir ici. Là après on se retrouve avec deux petits condensateurs de découplage en sortie, et ici on a deux tensions VR+ et VR- qui vont alimenter la section préampli. Alors la section préampli, comme on peut le voir, ils ont fait la même chose que l'étage de puissance. À une différence près, c'est que on a un transistor de moins, on n'a pas la limitation de courant, mais on est à l'identique. On a ici donc le même montage que précédemment, avec des transistors ici qui viennent attaquer les jonctions ici. Là, au lieu d'avoir des résistances de très faible valeur de l'ordre de 0,15 ohm, on va passer certainement à plusieurs dizaines d'ohms.
Et ici, on a une chose, c'est la résistance d'interbase pour tenir un courant qui va être de l'ordre de 0,6 V dans ces transistors-là. Le courant donc sera pas le même puisqu'il est limité par ces deux fameuses résistances d'émetteurs. On n'a pas un grand courant, c'est un préampli. Ensuite on vient ici, comme dans l'étage de puissance, en contre-réaction. Et pour la régulation du système, c'est-à-dire ici on veut avoir un minimum de décalage d'offset. Donc on a la résistance de contre-réaction qui vient sur les deux étages, donc en fonction de la variation de tension, ça sera ou l'un ou l'autre qui va conduire pour compenser et revenir toujours de façon à ce qu'on ait une tension proche de 0 V en sortie. On a pour éviter donc les erreurs un condensateur de découplage ici, qui lui est considéré comme, disons, s'il était en court-circuit en alternatif, mais il évite que le courant continu traverse s'il n'y était pas cette partie-là. Ce condensateur et cette résistance jouent sur la bande passante, donc c'est-à-dire la partie la plus basse des fréquences. Donc il va avoir une fréquence de coupure qui sera déterminée par la constante de temps RC ici pour éviter que l'ampli descende à en dessous de 10 Hz. Bon, on considère une coupure à peu près à 15 Hz pour certains fabricants. Après, on a ici les bases avec l'entrée du signal qui vient du commutateur, donc sélecteur d'entrée, donc pick-up. Si sur celui-là il y a un préampli RIA, correction RIA, pick-up donc magnétique, CD. Qu'est-ce que c'est qui attend encore? CD, tape, tuner. Donc ça vient du sélecteur, ça vient du sélecteur d'entrée. Et après en sortie, on a notre potentiomètre de volume qui va attaquer l'étage de puissance. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Donc pareil ici, moi j'aurais fait une chose, j'aurais mis un générateur de courant constant plutôt que d'appliquer ce fameux diviseur résistif ici qui subit les variations secteur puisqu'il n'y a pas de régulation. La partie donc filtre, je l'ai viré de la prise secteur parce que c'est un bloc qui sera pas facile à trouver, ça je suppose. C'était un filtre Schaffner qui était monté dessus. Je vais remplacer donc par un filtre Schaffner en sortie, mais pas parce que celui-là était directement sur la prise secteur. Donc je vais passer au travers du fusible et de l'interrupteur et alimenter le transfo au travers de ce filtre secteur pour éliminer les parasites possibles. Donc ici on a le fusible, donc on passera au travers du fusible, mais on ne saura pas directement parce que c'est vrai que c'est un peu dangereux d'avoir un système comme ça. Donc le fusible est là-dessous. Voilà, le fusible est interne au boîtier secteur. Je vous disais donc que c'est un peu dangereux parce que si l'ampli est toujours raccordé au secteur par sa prise d'alimentation, qu'est-ce qui va se passer? Vu ce qui s'est passé ici, le filtre a flashé. L'ampli donc était certainement arrêté, il était hors tension. Et s'il flash soit entre le neutre et la terre, bon, le différentiel va sauter.
S'il flash entre la terre et la phase, il sautera aussi, hein, puisqu'on va se retrouver au même... Généralement, il flash toujours entre la partie phase et terre. Et notre disjoncteur ou interdifférentiel va sauter. Et si vous avez sur cette même ligne votre congélateur et que vous n'êtes pas chez vous, eh bien forcément, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous retrouverez en panne de congélateur et tout ce que vous avez dans votre congélateur sera jeté. C'est pour ça que je préfère, moi, personnellement, c'est un pléonasme, personnellement, je préfère rajouter le filtre plutôt après l'interrupteur que directement sur la prise secteur. Voilà, donc cet ampli est donné pour 80 watts. On fera une mesure. Il y a eu, je suppose, des erreurs qui ont été faites sous l'ampli. Donc il y a les caractéristiques techniques de l'engin. Donc il nous donne puissance efficace 80 watts sous 8 ohms. Donc 140 watts sous 4 ohms, c'est pas impossible. Puissance impulsionnelle 200 watts sous 8 ohms, je sais pas ce que c'est puissance impulsionnelle, parce que on a des rails de tension qui ne changeront jamais. Je ne sais pas où on va chercher ça, hein, parce que de 80 watts on passe à 200 watts. Il faudrait que la tension monte considérablement sur les rails pour arriver à ça. Et 400 watts sous 4 ohms. Temps de montée donc à 10 kHz, c'est 4 microsecondes, donc on peut en déterminer sa bande passante en faisant le calcul du créneau, donc du temps de montée, c'est-à-dire le temps de montée, on va avoir ça, on calcule la différence entre les deux parties ici, la partie terminaison et la partie de l'angle, le début de l'angle, ce qui nous permettra de donner sa bande passante. Donc la distorsion harmonique totale à 1 kHz, il nous donne à 0,1 watt, 0,1%. Je trouve ça un peu beaucoup. Je pense que c'est sur l'autre, sur le schéma que j'ai vu, c'était marqué 0,01. C'est vrai que c'est plus plausible que 0,1% à 0,1 watt. À 1 watt, 0,26, donc je suppose qu'il manque un 0 ici. Et à 40 watts, 0,55. Je suppose que là, c'est pareil. On est quand même un peu élevé au niveau de la distorsion de l'harmonique. Réponse en fréquence, donc à moins 3 dB de 1 Hz à 80 Hz, encore une autre erreur. Je dirais plutôt 80 kHz, donc je suppose que quand ils ont frappé cette plaque, ils ont fait pas mal d'erreurs. Sensibilité d'entrée 0,5 volts, donc 500 millivolts, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est pour l'étage de puissance ou l'entrée? J'espère que c'est pour l'étage de puissance, parce que si c'était 500 millivolts pour l'entrée, ça serait un peu élevé. Donc ça c'est les dimensions, le poids 8 kg8, c'est vrai que vu le poids de chacune de ces plaques en fonte d'aluminium, hein, il y en a une de chaque côté, et vu l'épaisseur, c'est un ampli qui est très lourd. Bon, le transfo est un peu conséquent, mais pour un seul étage, en simultané, je suppose qu'on doit sortir les 80 watts, mais en charge les deux canaux, ça, j'ai un doute.
Donc une fois que j'aurai terminé le tout, le montage ici et l'ampli dans sa plaque, on fera un test de puissance pour déterminer si c'est du vrai ou du faux. Bon, ben, je suppose qu'on sera proche du vrai. Et puis bon, mais pour les distorsions d'harmonique, on pourra les mesurer, mais vu que mon générateur n'est pas parfait, ça sera pas... Ou alors on peut le faire avec le logiciel Arta et la carte son externe. Mais bon, on verra ça pour la prochaine vidéo, selon mes envies. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de cet ampli triangle.